La question qui est posée là devant vous sur l'écran, elle a l'air anodine, mais en fait, vous allez voir, elle va nous amener assez loin. Et elle travaille sur quelque chose d'à la fois assez évident et qui n'est pas tant que ça, qui est l'idée que la notion même de forme en musique est décalée. C'est-à-dire qu'on parle de couleur harmonique, on dit un dessin mélodique, une ligne mélodique, et on récupère de la même manière le mot forme pour parler de quelque chose dont finalement on n'a pas cerné la spécificité musicale. C'est pas que la forme qui est dans ce cas-là, hein, on l'a vu, et quand on interroge les linguistes, ils nous disent assez volontiers que le vocabulaire spécifiquement musical, le vocabulaire spécifiquement sonore est un des plus pauvres, et quelle que soit la langue d'ailleurs. C'est-à-dire qu'il est quasiment essentiellement métaphorique. Alors ça veut dire des choses importantes, cette affaire-là. Ça veut dire qu'on a tendance à ne pas avoir creusé le fond du phénomène qui est en jeu. Et ça a été au centre de mes interrogations, cette question-là. C'est-à-dire, si on dit que la musique c'est un flux temporel, mais il y a bien d'autres flux temporels, notre existence est un flux temporel, eh bien, comment peut-on dire que ça a une forme, c'est-à-dire quelque chose qu'on prend comme étant dans un espace géométrique infini, immortel, etc., etc. Ce type de reproche, si vous voulez, il va fonder tout un tas de réflexions chez moi, et je me souviens très bien que quand je suis arrivé travailler en Espagne avec Francisco Guerrero, il m'a accueilli d'une certaine manière comme le Messie. Pensez donc, j'étais un ingénieur français, spécialiste en physique nucléaire, j'avais suivi les cours de Xenakis, enfin bref, j'avais toutes les caractéristiques pour donner des choses éminentes. Et au cours du premier cours, la première question qu'il m'a posée était la suivante: quels sont tes chiffres préférés ? Et je lui ai répondu très sincèrement que je n'aime pas les chiffres. Il y avait déjà de l'ambiance. Et alors, c'est un petit peu le sens de la communication que je vais faire aujourd'hui. Elle va être un peu arbrousse-poil, comme vous pouvez vous imaginer. Pourquoi ? Parce que je pense sincèrement que la notion de forme est emblématique d'un malentendu fondamental. Et un malentendu qui touche probablement à la nature même de la connaissance. Et de ce point de vue, je pense que la science n'a pas le monopole de la connaissance. Prenons par exemple une chose très simple et interrogeons-nous sur ce que les mathématiques disent du temps. En fait, les mathématiques ne disent rien du temps, mais quasiment rien. Tous les modèles mathématiques, quand ils sont appliqués à la musique, ils opèrent une conversion parfaitement arbitraire d'un axe spatial en disant c'est un axe temporel. Alors, les tracés géométriques, ça peut actuellement être des séquences d'événements, tout ça, etc. Au mieux, la temporalité des mathématiques, c'est quoi ? C'est le déploiement logique dans la démonstration des théorèmes. Ça a probablement une musicalité, mais il n'y a pas grand monde qui y est sensible. Les physiciens, eux, évidemment, ils ne seraient pas physiciens si le temps n'intervenait pas un petit peu dans leurs affaires. Et ils ont une manière tout à fait à eux de l'appréhender. Je dirais que c'est une manière de l'appréhender qui est extrêmement liée au point, à l'instant, au voisinage des conditions initiales, enfin quelque chose d'assez spécial. J'ai une phrase de Poincaré en tête qui m'a beaucoup marqué, car elle en dit long sur la conception du temps des physiciens. Le temps, écrit Poincaré, doit être défini de telle façon que les équations de la mécanique soient aussi simples que possible. C'est une définition assez géniale, parce que vous voyez que le temps de la physique, d'après Poincaré, c'est la simplicité des équations qui le détermine. Alors, évidemment, on peut rendre justice aux physiciens d'avoir compris déjà quelque chose d'essentiel, c'est l'irréversibilité du temps, notamment à travers la thermodynamique, et ça, ce n'est pas rien. Alors, il manque évidemment à la physique une notion essentielle pour pouvoir parler de forme musicale. Cette notion, c'est la mémoire.
C'est François Bell qui l'a dit hier, dans de très beaux termes, effectivement, la musique c'est la rencontre d'un son et d'une mémoire. Et il a tout à fait raison. Alors qui c'est qui parle de mémoire? La mémoire, c'est quelque chose qui apparaît assez tard dans les théories scientifiques. Bon, ça a commencé quand même avec les psychologues, ça c'est pas récent. Chez les physiciens, il faut attendre en fait la théorie de l'information, finalement, les travaux qui vont donner naissance à l'informatique pour que le mot mémoire apparaisse dans les concepts de la physique. On va faire cette introduction en 3 étapes, si vous voulez. Je vais probablement aller assez vite sur les 2 premières. C'est 3 étapes d'un itinéraire, un petit peu de questions. Et puis, j'essaierai de conclure. Alors, ça va être un petit peu des anecdotes que je vais vous raconter, mais elles sont importantes. Alors, première chose, on va essayer de faire une théorie très sommaire de la forme, mais vous voyez que déjà, on va pouvoir en déduire quelque chose. Et je dirais que, au fond, s'il n'y avait que du temps, il n'y aurait pas non plus de forme possible. C'est-à-dire que pour pouvoir faire une forme dans le temps, il faut qu'on ait un espace associé. C'est parce qu'il y a un espace et du temps qu'on peut faire de la forme. Autrement dit, la forme la plus élémentaire, elle commence avec ça, si vous voulez, c'est l'absence ou la présence d'un son. Ça a l'air idiot, mais absence et présence d'un son, c'est déjà ce qui permet de faire du morse, sachant que, évidemment, on a l'idée qu'il y a des signaux plus ou moins longs, etc. Enfin, bon, avec des choses aussi simples que ça, on fait déjà de la musique. D'ailleurs, Boulez, dans Message Esquisse, utilise le morse pour créer des rythmes. Alors, là où ça se complique, évidemment, c'est que la musique, elle est aussi polyphonique. Et au fond, on ne va pas continuer à numérer comme ça, on va pouvoir aussi dire qu'il y a des catégories qui peuvent se superposer. Et alors ça c'est très très simple. Et j'ai une première catégorie qui fait 1, et puis j'ai une deuxième catégorie qui est présence de cette deuxième catégorie. Quand j'arrive à une catégorie 3, j'ai le choix soit de créer une nouvelle catégorie, soit de dire, en fait, j'ai encore la possibilité de faire la combinaison des 2 catégories précédentes. Alors, c'est tout bête, ça, mais ça peut vous montrer qu'il y a une relation entre, effectivement, la construction d'une forme, la réalisation de catégories différentes, intellectuelles, si vous voulez, presque. Et puis, un déploiement temporel qu'on va prendre sur cet axe-là de manière très très culturelle, comme dirait Fabien. Mais je vais vous montrer une petite chose assez simple. Cette chose-là, c'est quelque chose qu'on peut utiliser, par exemple, pour coder, passer de l'analogique au numérique. Mais on a un problème quand on fait ça, c'est qu'on a 2 ruptures au moment de passer de 1 à 2. Et pour éviter ça, et même chose, si on cyclait, passer de 3 à 0, on aurait aussi de rupture. Pour éviter ça, on intervertit les choses et on fait ça. Et alors là, c'est intéressant parce qu'on peut déjà créer des petites formes comme ça, hein, qui sont tout simplement voilà, une superposition. Là je commence à faire de la forme du temps quand je fais ça. Alors si je continue ce mécanisme-là, vous voyez, je vais le faire presque de manière fractale, je continue ça et effectivement, je peux construire des formes presque complètes, à chaque fois je rajoute des catégories, etc. Alors, si je lis ça d'une manière très simple, hein, avec un axe temporel, etc., j'ai une forme temporelle, c'est immédiate, et elle a la caractéristique, si vous voulez, qui est intéressante, c'est-à-dire qu'on découvre donc des catégories, c'est ça qui se passe quand on écoute de la musique, on découvre des catégories, et s'il y a un jeu entre la combinatoire des catégories qu'on a déjà entendues, eh bien, en fait, on met de plus en plus de temps pour avoir la catégorie suivante. Il y a un rapport donc entre le déploiement d'un matériau et la combinatoire des éléments dans ce matériau. Alors ça c'est une remarque assez intéressante. Guerrero utilisait
des choses de cet ordre. Par exemple, quand il faisait des... il a beaucoup utilisé, par exemple, pour une pièce qui s'appelle Noon, qui est une pièce pour orchestre, pardon, pour chœur. Qui est fondée en fait sur la répartition de différents éléments, hein, et ce sont des répartitions parfaitement équilibrées. La bonne manière de le voir, c'est justement de le faire suivant mon petit schéma, d'avoir les catégories dans ce sens-là et le déploiement temporel dans ce sens-là. Vous voyez que A est successivement premier de la classe, deuxième et troisième, et que chacune des catégories, voilà, tout ça est équilibré. Bon, on a très typiquement ce que Fabien appelait une forme remarquable. Alors, ce genre de procédé n'est évidemment pas anodin, parce que ça permet de gérer des équilibres, ça permet de gérer des cohérences, etc. etc. Mais on voit bien que d'abord, ce genre de cohérence est rare. C'est des formes rares finalement, et puis que bon, on n'a pas tout dit en disant ça. Alors, deuxième chose que je voudrais voir, c'est justement parler un petit peu de cette histoire de polyphonie. C'est vrai qu'une des choses les plus importantes quand même dans la musique, c'est la possibilité de superposer des sons. Alors c'est quelque chose qui m'a beaucoup intrigué. Et je vais vous raconter une petite anecdote, parce qu'elle est aussi révélatrice de comment ça fonctionne finalement la construction de la science. Quand j'étais donc dans mon école d'ingénieur, on m'a appris la physique quantique, les équations de Schrödinger, tout un tas de choses passionnantes. Et j'étais au fond de la classe, je suivais en même temps les cours du conservatoire, et le professeur à un moment a commencé à parler des fonctions d'onde de l'hydrogène, c'est-à-dire en fait les différents modes que peut prendre l'hydrogène. Et puis il a commencé à dire, oui, mais quand on met ensemble deux atomes d'hydrogène pour faire une molécule, on a la superposition des fonctions d'onde, et il y a un terme de couplage qui apparaît dans l'énergie. Tiens, ça me rappelle beaucoup, effectivement, les figures de Chladni, les histoires de mode, etc. Métaphore, je laisse ça dans un coin de ma tête et me dis, mon pauvre, tu as complètement déliré sur cette histoire. C'est encore l'harmonie des sphères qui agit en sous-main, et ça n'a aucun rapport. Et puis après, j'ai commencé à étudier plus précisément les affaires d'harmonie, etc. J'ai regardé toutes les théories de l'harmonie existantes, Helmholtz, toutes celles d'avant, etc. Et je me suis rendu compte que, au bout d'un moment, bon, si personne ne s'était colté vraiment à la réalité du phénomène, c'est-à-dire, bon, ces deux signaux, quand on les superpose, qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui se passe au niveau de leur énergie? C'est une question très physicienne, ça. C'est pas du tout une question de mathématicien, c'est une question de physicien. Je commençais à faire des intégrales, des machins, je me dis on va s'en sortir comme ça. Et on ne s'en sort pas du tout comme ça, pour une bonne raison, c'est que temporellement c'est assez clair que quand on superpose deux signaux, ça ne conserve pas du tout l'énergie. Imaginez que vous superposez deux signaux en opposition de phase, vous avez deux signaux avec une énergie, le résultat c'est rien du tout. Donc ça ne marche pas. Et je suis tombé dans mes périples dans la bibliothèque fondée par Hugues Dufour sur cet article qui parlait d'analyse harmonique des signaux. C'est un article qui bon, un peu été oublié, il date de 1967, et il traduit en français, si vous voulez, des concepts qu'avait déjà présenté un monsieur qui s'appelle W.H. Huggins. Alors pourquoi cet article-là il a été fait en fait à une époque où on s'intéressait beaucoup à la détection des signaux acoustiques pour les sous-marins. Bon, pas grand-chose à voir avec mon sujet a priori. Alors, dans cet article, il y a un premier élément intéressant, c'est qu'il y a une théorie, qui est la théorie de Dirac, qui est en fait un formalisme qui permet de décrire la mécanique quantique. Et cette théorie de Dirac, elle consiste en fait à une notation. Alors, une des choses sympathiques, c'est qu'elle vaut à la fois pour un espace continu et pour un espace discret, c'est-à-dire qu'on pourrait l'utiliser en informatique.
Deuxième chose intéressante, c'est que, au fond, on va appeler signal dans cette affaire quelque chose qui a à la fois une représentation dans le temps, et cette représentation dans le temps, elle est comprise comme une projection. C'est ça que veut dire en fait cette affaire. Alors ça, vous savez tout ce que ça veut dire. Ça veut dire que le signal, en fait, il a une forme d'onde. C'est la petite dans tous les logiciels genre acousmographe, c'est le petit truc que vous voyez qui fait des zigouigouis. La deuxième chose, c'est la représentation en fréquence. Et là, c'est une autre projection, et c'est celle que vous voyez effectivement à la cosmographe. Elle s'affiche, pour vous, ça va être à gauche, non, à droite justement, bon, peu importe. Et cette projection, c'est encore une fois, vous voyez, juste simple écriture, une projection en fréquence. Et on passe de l'une à l'autre par la transformée de Fourier. Jusque-là, on n'a rien dit d'extraordinaire, c'est juste que derrière ça, maintenant, on a le formalisme de la physique quantique et donc quelque chose d'extrêmement puissant. Et à un moment, dans l'exposé, la superposition des signaux est évoquée par l'auteur, et il dit, en fait, c'est le théorème des petits signaux en acoustique, c'est-à-dire que si vous avez deux signaux, la somme des signaux, elle se produit dans le temps sans distorsion, pour le dire simplement. Il faut que les signaux soient suffisamment petits. Alors, là, il y a une formule qui est intéressante, c'est celle-là, c'est-à-dire que l'énergie de deux signaux qu'on superpose, c'est la somme des énergies de chacun des signaux, plus un autre terme. Et cet autre terme, il est très intéressant. Alors, vous voyez, vous connaissez cette formule, en fait. C'est le théorème de Pythagore. La somme des carrés de l'hypoténuse, le carré de l'hypoténuse, c'est la somme des carrés de l'autre côté, etc. Le théorème de Pythagore que vous avez appris, il vaut avec un angle droit. Ça, c'est l'idée que peut-être que l'angle n'est pas droit et que donc il y a ce qu'on appelle un produit scalaire. Alors là, il dit quelque chose d'important, l'auteur. Le produit scalaire prend le sens d'une énergie d'interaction. Ah, et bien ça, vous voyez, cette petite formule-là, elle vous explique ce que c'est que l'harmonie. C'est très intéressant. Ça veut dire que quand on superpose deux signaux, il y a un terme qui dépend de comment ces signaux sont dans leur espace très compliqué de Dirac. Alors ça, cette formule, si on la développe, je vous épargne le détail, mais on peut la développer. Elle permet de tracer des tas de courbes, de voir l'influence de tout un tas de paramètres qui étaient absolument complètement oubliés par d'autres théories, si vous voulez. Et elle permet de comprendre effectivement comment ça marche, comment n'importe quel signal peut se superposer à n'importe quel autre, en fait, puisqu'on a la possibilité de faire varier les timbres. Et là, par exemple, vous avez la carte qui représente en gros la concordance, parce que du coup j'ai appelé ça d'un autre nom que consonance, de trois sons l'un avec l'autre, Do, Fa et La. Vous avez ici la concordance. Et là, vous voyez qu'effectivement, c'est un pic de concordance, mais ça permet de voir ça de manière continue et de plus du tout être lié à, en fait, les anciennes théories de l'harmonie qui étaient, comme l'a très bien fait voir Fabien, des résolutions formelles et mathématiques par le système des ratios. Ici, on n'a pas du tout ça. Alors, pourquoi j'ai besoin de ça et pourquoi c'est une influence sur la composition? C'est parce que c'est grâce à ça. Si vous voulez plus de détails, vous pouvez vous reporter à... Bon, j'ai quand même expliqué ça dans un livre, donc il y a tout le détail des calculs, vous pouvez retrouver ça facilement. Mais l'importance pour la composition de cette affaire-là, c'est que si vous avez une théorie de l'harmonie forte, ça vous permet de ne plus être dépendant d'autres types de théories. C'est-à-dire que les musiciens spectraux, ils étaient quand même dépendants de l'idée que les sons étaient dans un spectre, etc. Ou les musiciens sériels, ils étaient dépendants de l'idée d'un mode, si vous voulez, ou d'une échelle. Et ça, c'est effectivement une voie pour concevoir l'harmonie sur tout à fait d'autres bases, et je l'ai utilisé de nombreuses fois. Alors, le dernier point dans notre petit périple, c'est effectivement un problème qui m'a beaucoup travaillé. Je l'avais résumé à un moment dans un titre d'article en me disant « Dans le temps, il n'y a pas de forme sans mémoire ».
Et effectivement, dans le temps, il n'y a pas de forme sans mémoire. C'est-à-dire que ça ne suffit pas, ce que j'ai fait dans mon premier alinéa, de faire un petit schéma comme ça. Il faut comprendre effectivement qu'est-ce que ça veut dire qu'écouter, parce que c'est dans l'écoute que la mémoire musicale est active et fait quelque chose. Et qu'est-ce que ça fait justement, ça c'était quand même quelque chose d'assez mystérieux. Alors c'était d'autant plus mystérieux qu'il y avait des tas de choses un petit peu difficiles. Quand j'ai commencé à regarder ces histoires de forme, je me souviens très bien, on va classer les matériaux. Alors, je vais classer les matériaux, c'est comme dans une partition, il y a l'ordre de l'espace, le premier matériau, ça. C'est celui qui est le plus grave, le plus aigu, ça c'est les critères d'espace. Je dis, voilà, on va peut-être essayer de les classer suivant les critères du temps. Sauf que la première fois que je me souviens très bien, la première fois que je me suis dit ça, j'ai dit s'il y a un ordre du temps, c'est ridicule, ça ne donne rien, ça n'a aucune valeur. J'ai mis une semaine avant d'y revenir et de me dire en fait, il faudrait peut-être essayer. Alors on va essayer ensemble, et on va essayer ensemble en se posant un deuxième problème, qui est de se dire, alors non seulement il y a un ordre des événements, mais en plus les éléments, c'est pas évident de savoir comment ils fonctionnent. C'est-à-dire qu'il y a une deuxième chose qui est le problème de la structuration. Ça, c'était une deuxième partie du problème. Je n'avais pas du tout résolu pour ma thèse, j'ai dû y retravailler beaucoup après pour savoir comment on fait pour structurer les choses dans le temps. Alors, je prends toujours un petit exemple tout simple, tout simple. Chez Mozart, je m'excuse auprès de Mozart de toujours le mettre à le solliciter, mais bon, il me permet de ne pas être trop compliqué quand j'ai très peu de temps. Ce rondo de Mozart, c'est la sonate facile, et un certain nombre d'entre vous la connaissent peut-être même par cœur, donc c'est pratique. Et je vais considérer que j'ai déjà fait une première segmentation qui m'amène à lui donner cette forme séquentielle-là. Et je vais travailler désormais à partir de cette forme séquentielle, mais vous allez voir que c'est pas très grave. Alors, la première chose évidemment importante, c'est de se dire que quand on a une séquence, donc ça c'est un flux temporel typiquement, une des choses importantes, c'est qu'effectivement, il y a certains éléments qui se répètent. Alors le prime indique que non seulement il y a des répétitions, mais aussi probablement des variations. On pourrait dire, un philosophe dirait, il y a systématiquement des variations. Et donc, il s'agit de rendre compte de cette affaire-là. Alors, les scientifiques ont une manière de rendre compte de ça, de cette redondance, c'est de tracer ce qu'on appelle les matrices d'autosimilarité. Matrice d'autosimilarité, c'est quelque chose, vous voyez, qui n'est pas très temporel en fait, qui est juste, on prend l'ensemble de ces éléments, puis on regarde comment ils ressemblent l'un à l'autre. Cette matrice d'autosimilarité, ce qu'on va essayer, c'est de la remettre dans le temps et de refaire comprendre sa dissymétrie fondamentale liée à la temporalité. Première chose, déjà, on va supprimer toute cette redondance-là. Ça ne sert à rien, c'est parfaitement symétrique. C'est clair qu'il y a commutation entre l'idée de similarité et commutative. Bon. Le deuxième chose, c'est que un élément comme A, le premier élément présenté, il est présent assez souvent, vous voyez, et on a tout un tas de points là qui en fait sont extrêmement redondants. Toutes les colonnes, ça veut dire la même chose en fait. Et donc on va supprimer de l'axe des X, des Y. Je connais pas ma droite et ma gauche, si maintenant je connais plus les X et les Y, ça va plus. Bon, donc je les supprime. Et puis je fais la même chose avec B, puis je fais la même chose avec C, etc. Et à la fin, j'ai quelque chose qui contient exactement la même information que ma matrice d'autosimilarité, sauf que cette information, elle n'est pas du tout pensée de la même manière, puisqu'ici j'ai l'ensemble des catégories, A, B, C, D, E, F, G, etc. Ici j'ai mon flux temporel, et au milieu, j'ai l'agencement, ce que moi je vais appeler la forme en fait, à différencier de la structure. Alors ce que je veux vous montrer, c'est qu'on peut percevoir la forme et la structure en même temps. Et que, alors je vais vous le montrer de manière très schématique, on va être d'accord là-dessus, c'est très schématique, mais c'est pour comprendre un petit peu les mécanismes qui sont à l'œuvre en temps réel. C'est-à-dire qu'il y a effectivement une imbrication très forte des notions de forme et de structure.
Je le prends à un niveau de structure prédéfini, assez carré chez Mozart, mais bon, on pourrait être à un niveau inférieur. Alors là, bon, j'ai entendu le début de quelque chose, je peux me dire, il y a deux choses à faire, c'est-à-dire que comme je réentends quelque chose que j'ai déjà entendu, la partie avant, c'était déjà un bloc entier. Donc j'ai la possibilité de structurer. Mais j'ai une deuxième possibilité qui est celle de dire, du coup, je peux m'attendre à quelque chose maintenant. Alors j'ai juste un petit doute parce qu'il y a un prime, et effectivement, ce qui vient n'est pas ce qu'on pouvait attendre. Alors, même chose ici. Là, je peux attendre la forme B, et puis, comme on a à nouveau ce deuxième élément, je sais que je peux regrouper, etc. Alors, je vais passer, tac, une anticipation. Ah, pardon. Là, c'est pareil, je peux me dire, bon, ben, je vais peut-être répéter tout. Évidemment, si je suis connaisseur de cette musique-là, c'est certainement pas le cas. Pareil, paf. Et tout ça, évidemment, ça va sans dire. C'est-à-dire que je le fais sans m'en rendre compte. Hop. Voilà. Bon, etc., etc. Alors, ce petit schéma, évidemment, il faudrait le voir sur toute l'œuvre, il m'a amené à proposer une théorie qui est non pas une théorie scientifique appliquée à la musique, mais une théorie de la musique, c'est-à-dire une théorie de qu'est-ce qui se passe précisément quand on fait de la musique. Alors, c'est évidemment un petit peu compliqué vu comme ça. À la fois, c'est trop simple. Mais bon, c'est toujours l'ambiguïté. Quand on fait ça, c'est une notation algorithmique. Hein, et c'est une notation algorithmique... T'inquiète pas. Oui. It's under control. Donc c'est une notation algorithmique, mais vous voyez que les concepts qui sont là, c'est des concepts que j'emprunte à moitié à la phénoménologie et à moitié aux sciences cognitives. Il faut bien tout ça d'ailleurs pour comprendre un petit peu ce qui est en jeu. Alors, le fait est que ça veut dire quoi ce petit diagramme-là? Ça veut dire que quand on a une perception, eh bien, on a deux choses importantes, effectivement, qui sont à l'œuvre. La première, c'est ce que j'appelle un test de similarité. Bon, est-ce que c'est quelque chose de connu, ce qui se passe? Est-ce que c'est quelque chose que j'ai déjà vu? Et la deuxième chose, et ça peut se passer dans le temps, en temps réel, c'est quelle est la structure, c'est-à-dire comment les objets se regroupent et font des entités de manière supérieure. Avec ces deux choses-là, on arrive à décrire en fait énormément de choses, puisque ça c'est quelque chose qui est applicable à l'analyse de la musique, hein, c'est-à-dire c'est opératoire au niveau de l'analyse de la musique. Et je vous dis certainement pas que c'est ça qui se passe dans notre cerveau, parce que comme c'est un formalisme informatique, si vous voulez, ici j'ai fait une belle boucle, enfin c'est pas une boucle de rétroaction, hein, c'est juste une réitération, et donc on change de niveau simplement sans changer de schéma. Alors évidemment, c'est probablement pas ça qui se passe dans notre cerveau, mais c'est une manière aussi de simplifier l'écriture. Le fait est que ça nous permet quand même de réfléchir à ce que c'est que la mémoire dans cette affaire-là. Et la mémoire, c'est plusieurs choses, c'est pas qu'une seule chose. D'abord, et là je suis pas tout à fait d'accord, je sais plus, je crois que c'est Fabien qui disait, il y a quand même une grosse différence entre perception et cognition. Et on a besoin de la perception. La cognition toute seule, il faut quand même des oreilles pour que le cerveau au milieu il s'occupe de quelque chose. Donc il y a une première mémorisation, elle est très très basique, hein, mais elle est importante, qui est au niveau de la perception. Et puis, il y a une deuxième phase de mémoire, où la mémoire, c'est une mémoire qui travaille, c'est la connaissance en voie de constitution, c'est ce que les psychologues appellent d'ailleurs la mémoire de travail. Et il y a évidemment d'autres mémoires qui sont les mémoires qui conservent finalement
ce qui s'est passé pendant l'œuvre qu'on est en train d'écouter, et aussi évidemment toute la connaissance qui est antérieure à l'œuvre écoutée et qui est bien plus importante en fait que celle liée à l'œuvre. Alors vous voyez que ce schéma, c'est en fait l'écoute, c'est quelque chose qui n'arrête pas de faire des allers-retours. Ouh là là. Quelque chose qui n'arrête pas de faire des allers-retours entre ce qui arrive et ce qui est déjà là. C'est-à-dire à la fois on mémorise, c'est-à-dire qu'on stocke des informations, et à la fois on apprend des choses nouvelles. Alors ce schéma, il a l'air extrêmement fermé comme ça, hein, extrêmement clos. Mais en fait, il est très ouvert. Et d'ailleurs, un des reproches qui m'a été fait là-dessus, c'est que je ne définis pas a priori mes objets. Parce qu'en bonne science, une bonne science, ça définit a priori ses objets. Voilà, je fais de la mauvaise science et j'essaie de comprendre qu'est-ce que c'est qu'un système dont les objets ne sont pas a priori définis, justement. C'est-à-dire quelque chose qui est capable d'accueillir de la nouveauté. Et il est bien évident que l'avènement de l'altérité, on peut le dire comme ça, l'avènement de l'altérité, c'est pas de l'ordre de l'axiomatique. Alors, ça, c'est évidemment quelque chose qui est important aussi, presque philosophiquement, quand on est compositeur, c'est-à-dire comment faire en sorte, effectivement, d'être en mesure de recevoir une information neuve sans la coller systématiquement à des choses préexistantes. Ça, c'est une vraie question pour la musique contemporaine, pour l'art d'une manière générale, hein, et c'est une vraie question posée à nos esprits, en fait. Alors, on pourrait dire que la musique du XXe siècle, elle a vécu, d'une certaine manière, sous l'injonction négative de la cohérence perdue du système tonal. Injonction négative, c'est-à-dire que les compositeurs ont cherché à retrouver cette cohérence sous des auspices extérieurs à la musique elle-même, que ce soit dans des procédés narratifs, dans des analogies spatiales, dans des modèles acoustiques, etc. Et la musicologie, parallèlement, s'est fourvoyée dans des modèles qui étaient issus de sciences exogènes, la linguistique, la théorie des ensembles, et j'en passe. Je pense qu'il est grand temps de changer d'attitude. Et je pense très sincèrement qu'on ne fondera pas une pensée musicale digne de ce nom en faisant l'économie de la spécificité de la musique et de ses conditions originaires. Et on me permettra de citer pour conclure une petite phrase d'Arnold Schoenberg, non pas le Schoenberg empêtré dans les ratiocinations sérielles, celui qu'on a réduit peut-être un peu trop facilement à un mot d'ordre technique et numératif justement, mais le Schoenberg visionnaire, capable de s'élever au-dessus de son époque pour désigner des horizons bien au-delà de la condition contemporaine. Saluons donc, dit Schoenberg, ces compositeurs qui se préoccupent de la forme. Mais il leur faudra porter leur regard plus avant dans le champ des ressources musicales s'ils veulent atteindre à des formes d'un ordre plus élevé. Je vous remercie.